Aujourd'hui, les amis, conférence où là, on va s'intéresser sur le sujet de la conscience. Pas que d'un point de vue métaphysique, mais aussi d'un point de vue neuroscientifique de où est-ce que ça se cacherait peut-être dans le cerveau, ou en tout cas, du moins, comment ça fonctionne. Écoutez, je vous propose maintenant un tonnerre d'applaudissements pour notre invité, Stéphane Charpier. Bon, alors déjà, je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux. C'est très impressionnant, en plus, dans un si bel endroit. Donc, j'ai 30 minutes pour vous convaincre d'un truc qui est tellement contre-intuitif que ça va à l'encontre de tout ce que vous avez pu imaginer depuis ce matin où vous vous êtes réveillé sur le rôle de votre conscience. Vous avez probablement, mais moi aussi j'ai ce sentiment-là. D'ailleurs, ça n'empêche pas de penser autre chose et d'avoir en même temps ce sentiment que votre conscience, votre volonté consciente d'agir, libre, apparemment intérieurement libre, en fait, c'est ce qui est déterminant pour décider de ce que vous allez faire et quand vous allez le faire. Ça, c'est le sentiment qu'on a en permanence toute la journée quand on fonctionne, voilà, avec son environnement, mais aussi avec ses désirs qui sont intérieurs. Eh bien, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Je voulais en fait commencer avec ce tableau de René Magritte, que vous connaissez peut-être, mais j'ai changé d'avis tout à l'heure, en fait. Donc, j'ai une autre idée. Je vais vous raconter une petite histoire scientifique. Toute petite histoire scientifique. Pour vous montrer, en fait, pour essayer de vous expliquer de quoi je vais parler précisément. On est en 1909. Le début du XXe siècle a été pour toutes les sciences un moment extrêmement important. C'est durant cette période qu'ont été faites les plus grandes découvertes en physique, vous le savez, mais aussi en physiologie et surtout en neurophysiologie. Donc on est en 1909 et un chirurgien, un des précurseurs de la neurochirurgie qui s'appelait Harvey Cushing, opérait ses patients pour leur enlever des tumeurs cérébrales. Et en même temps, Harvey Cushing a eu une idée extraordinaire. Il s'est dit, je vais stimuler, avec des petits stimulateurs électriques, le cortex cérébral de ces patients qui ne sont pas endormis. Donc qui peuvent répondre aux effets des stimulations électriques qui sont appliquées sur son cortex cérébral. On peut le faire, nous on le fait encore aussi, ce n'est pas un problème. Le cerveau n'est pas un organe douloureux, mais par contre ce qu'on peut faire, et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est produire des expériences conscientes en stimulant le cerveau. Donc pour la première fois, Harvey Cushing a stimulé une petite région du cortex pariétal, pariétal c'est par là, et il stimule tout doucement, quand je dis tout doucement c'est avec une très faible intensité, et son patient lui dit « je sens le bout de mon index droit ». Ça peut paraître trivial ce que je viens de dire, mais c'est en fait une découverte colossale. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire déjà que la sensibilité du doigt n'est pas au niveau du doigt, car personne n'avait appuyé sur le doigt du patient d'Harvey Cushing. C'était juste la stimulation électrique du cortex qui faisait ça. Deuxièmement, ça veut dire qu'il existe, et vous le savez peut-être déjà, il existe une représentation des différentes régions du corps dans votre cerveau. Ce qu'on appelle une somatotopie. Vous avez des projections sensorielles et motrices de l'ensemble de votre corps au niveau de votre cerveau. Mais ça veut dire aussi autre chose. Et c'est là où j'en viens. Ça veut dire autre chose que quand on stimule des neurones, on produit une expérience subjective, totalement subjective. Car quand il stimule, seul le patient peut dire ce qu'il ressent. Mais c'est pas seulement vrai pour les sensations, pour les expériences sensorielles, c'est vrai aussi pour tout. Vos idées, vos impressions, vos sentiments, vos constructions intellectuelles, elles vous appartiennent. Elles sont à vous, elles sont intérieures, et personne ne peut arriver à les détecter à part vous. Vous pouvez exprimer ce que vous ressentez, mais vous allez utiliser toutes les métaphores du langage. Par contre, cette expérience intérieure, elle vous est propre. C'est ce que j'appelle dans mon livre le secret intérieur. Vous avez tous ici un secret intérieur. C'est cette expérience subjective qui nourrit en permanence votre existence. Bon. Pour simplifier, ce que je vais appeler la conscience maintenant, mais cette conscience dont je parle, c'est la conscience qu'on appelle techniquement, c'est un peu un nom compliqué, la conscience phénoménale. Cette conscience phénoménale, je vais l'appeler, grâce à l'une des traductrices, pardon, c'est pas elle, c'est l'autre, elle est là, on a discuté aujourd'hui, et on a décidé de l'appeler le quelque chose de plus. On a quelque chose de plus en nous, qui est cette expérience subjective. Alors, ce quelque chose de plus, j'en parle aussi dans mon livre, je l'appelle aussi comme ça, car c'est l'idée d'un philosophe qui s'appelait Wittgenstein et qui avait compris qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la conscience et que c'était autre chose simplement que le fonctionnement du cerveau. Mais je vais arriver aux 3 questions principales que je voudrais aborder rapidement avec vous.
Ça fait déjà rire Célim, le côté rapidement. La première, c'est qu'est-ce que la conscience? Ça va aller très vite parce que je ne sais pas ce que c'est. Et si quelqu'un sait ce que c'est que la conscience, je serais intéressé qu'il me le dise. La deuxième, c'est peut-elle être réduite aux propriétés physiques du cerveau? Ça, c'est important, ça. Parce que c'est souvent, enfin, c'est ce que certains pensent, c'est ce que pensent les ultra-matérialistes, ce qu'on appelle les physicalistes. Ils pensent presque que la conscience n'existe pas, que seul le cerveau existe. On va voir, et c'est vous qui allez décider de cette question. Et puis, pour finir, ça sera la partie la plus importante, mais rapide aussi, qui est à quoi sert cette conscience? À quoi elle vous sert? Et vous allez voir que c'est un peu déroutant. La première question, qu'est-ce que la conscience? La conscience, je l'ai dit un peu déjà en fait. La conscience, c'est ce qui est produit par les activités cérébrales. On sait très bien, quand le cerveau ne fonctionne plus, on n'est plus conscient. Quand on stimule le cerveau, on va induire une activité consciente, une activité phénoménale. On va créer, on va provoquer ce quelque chose en plus qui est en nous. Bon. La conscience, c'est ça. Maintenant, comment la définir en tant que telle? Ça, c'est très difficile, parce que si on pouvait faire un sondage maintenant dans cette assistance, et si je posais la question à chacun d'entre vous, je prends le pari, car j'ai déjà fait cette expérience-là auprès du public et auprès de mes étudiants aussi à Sorbonne Université, chacun a sa propre définition. Et quelle que soit sa définition d'ailleurs, y compris la mienne, on va toujours retomber sur quelque chose qui est... c'est une définition qui se mord la queue, elle est tautologique. C'est-à-dire on va utiliser des concepts pour les définir, ça va, je ne vais pas trop vite. On va utiliser des concepts qui sont déjà inclus dans la notion même de conscience. Donc pour moi, et je vais en finir là-dessus, la conscience celle dont on parle, ce quelque chose de plus, en fait, c'est un concept primaire qui ne se définit que par lui-même. Mais on n'a pas besoin de la définir. On sait tous ce que c'est qu'à cet instant, car tout le monde est conscient, enfin j'espère que personne n'est mort entre-temps, que tout le monde dans cette pièce est conscient. Et par conséquent, il sait ce que c'est que la conscience, et il est le seul à le savoir. Et d'ailleurs, c'est pire que ça. Il est seul à savoir qu'il est conscient, mais il n'a aucune preuve que son voisin ou sa voisine est conscient. Il voit des indices comportementaux du fait que cette personne est consciente, mais elle ne peut pas en avoir la preuve directement. Question 1, c'est fait. Ça va? Je vais assez vite. Question 2, peut-elle être réduite aux propriétés physiques du cerveau? Ça, c'est une question qui a hanté, le mot n'est pas trop fort, les philosophes et les neurobiologistes depuis des millénaires, en fait. Alors, cette question, on va essayer d'y répondre grâce à ce qu'on appelle une expérience de pensée. Alors, je pense que vous connaissez tous le chat Schrödinger. Ça vous dit quelque chose, j'imagine? Le chat Schrödinger. Pas trop. Enfin, bon, bref, je ne vais pas parler du chat Schrödinger. Mais c'est une expérience de pensée, c'est une expérience que des philosophes inventent pour résoudre des problèmes qui ne sont pas les leurs. Qui sont des problèmes qui sont, en l'occurrence, des problèmes non résolus de la science. Et qui ne sont pas réalisables dans des laboratoires, mais que l'on peut réaliser dans sa tête. On peut imaginer les expériences de pensée. Alors voilà l'expérience suivante. Cette expérience, elle a été pensée par un philosophe qui s'appelait Jackson, et il imagine une petite fille qui s'appelle Mary en anglais. Donc Mary a grandi dans un univers qui est intégralement en noir et blanc. Elle ne connaît que le noir et blanc, elle ne connaît rien d'autre. Il faut imaginer que Marie, par conséquent, elle ne possède pas le quelque chose en plus qui correspond à l'impression des couleurs. Mais Marie est extrêmement intelligente. Et elle connaît absolument tout sur les propriétés physiques de la lumière, les différents types de rayonnements qui vont produire les différents types de couleurs. Elle connaît parfaitement tout ce qu'on peut savoir, tout ce qui est connaissable sur le fonctionnement de l'œil, sur le fonctionnement du cerveau, et sur le fonctionnement des neurones, et ça c'est important à préciser, qui vont intégrer ces informations pour produire l'impression consciente des couleurs. Elle sait tout en fait. Un jour, Marie est libérée de sa prison en noir et blanc. Elle est libérée et c'est le printemps. Alors c'est le printemps, non, ça veut dire qu'il y a plein de couleurs. Ils sont beaux ces dessins, non? Moi j'aime bien. Et elle découvre les couleurs par elle-même. Donc elle voit du vert, elle voit du rouge, elle voit du bleu, elle voit des tas de trucs. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que Marie est surprise de découvrir les couleurs en vrai, ou elle se dit « bah oui, c'était ça, je le savais, puisque j'avais toutes les connaissances théoriques sur ce que sont les couleurs et le fonctionnement du cerveau qui voit des couleurs ». Donc la majorité des personnes seraient surprises, c'est ça? Alors tout le monde pense que Marie serait surprise, et moi aussi, et
J'ai discuté avec des philosophes qui m'expliquent qu'elle n'est pas surprise, et ça me fait rire, parce qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement du cerveau, en fait, simplement. Donc oui, bien sûr, elle sera surprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la conscience, ça n'est pas simplement l'activité physique du cerveau, c'est le quelque chose de plus qui existe en nous tout le temps. Alors ce quelque chose de plus, maintenant, celui-là a l'air un peu compliqué, mais d'ailleurs c'est simple. Ce quelque chose de plus, il faut se poser la question suivante, à quoi ça sert? Quand je me suis posé la question, moi ça fait un très grand nombre d'années, des dizaines d'années que je réfléchis à ça, c'est aussi une partie de mon travail que de penser à ça. J'ai travaillé sur les troubles de la conscience au cours de certaines formes des crises d'épilepsie. Je me suis dit, pour essayer de réfléchir à une propriété de notre existence, eh bien d'essayer de comprendre les relations qu'a cette propriété avec les autres propriétés. Donc j'ai construit un modèle qui est un modèle très simple, c'est un modèle en 4 dimensions, donc il est un peu contre-intuitif ce modèle, mais je vais vous le décrire très rapidement. Ce modèle, il a 4 dimensions. La première dimension, c'est celle-là, le temps. Le temps, on est d'accord que nous évoluons au cours du temps. Et c'est quelque chose d'ailleurs sur lequel on ne peut pas faire d'aller-retour. On évolue dans le sens de la flèche du temps, qui est le sens d'ailleurs de la causalité. Tout ce qui se produit à un instant donné est la conséquence de quelque chose qui s'est produit auparavant, donc au cours du temps, mais avant. Bon, première chose. Deuxième chose, nous avons tous un état de conscience. Vous voyez, la différence entre un état de conscience et le quelque chose de plus, c'est que l'état de conscience, c'est l'état cérébral, l'état de vigilance dans lequel vous êtes en ce moment. Alors, je ne vois pas tout le monde, mais en pratique, dans ce type de conférence, à ce stade-là, au bout de déjà 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas, bien taper, j'ai déjà un cinquième des personnes qui dorment. Et vu que vous avez eu la mauvaise idée de mettre tout dans le noir, c'est peut-être plus. Ça, c'est... Bon, je n'ai pas dit, mais c'est pas... Donc, en fait, voilà, vous êtes... alors, ça, c'est la deuxième dimension. Et la troisième dimension, c'est ce que vous êtes en train de faire comme type d'expérience consciente. Et si on tient compte de ces 3 dimensions, on peut considérer que votre existence quotidienne et tout au long de votre vie, c'est de vous déplacer dans cet espace à 3 dimensions. Je ne parle pas de la 4e pour l'instant, dans cet espace à 3 dimensions. En ce moment, vous êtes tous, enfin, pas tous, mais beaucoup. Et on est là. Et puis, un peu plus tard, si je parle trop, peut-être certains vont commencer à osciller ici, ils vont rentrer dans un état de somnolence. Mais enfin, quoi qu'il arrive, la plupart d'entre vous, et moi aussi, j'espère, je vais aller me coucher. Donc j'ai plongé dans un sommeil léger, un sommeil profond. Et vous voyez, plus je descends là, plus l'intensité du contenu de ma conscience diminue. Donc il y a une relation, vous voyez, une relation presque directe entre les deux. Ça, c'est très important. Et puis, si on a des problèmes de santé, qu'on va subir une anesthésie générale, la conscience et l'état de conscience s'effondrent encore plus bas. Et là, je vais dire un truc horrible, mais c'est pas grave, parce que je travaille aussi sur cet état particulier qui est la mort. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai rencontré Selim, pour parler de la mort. On peut plonger dans le coma et atteindre l'état ultime du modèle, c'est-à-dire l'état de mort cérébrale qui correspond en fait au point d'intersection entre le contenu de conscience et l'état de conscience, 0 pour les deux. Bon. Et là, il y a une 4e dimension, c'est très important pour la suite, ce qui est le fonctionnement de votre cerveau. Ça, c'est la dimension physique qui est à l'origine des 2 autres axes. Votre cerveau, il fonctionne, il y a des neurones. Et vos neurones, en ce moment, et d'ailleurs tout au cours de votre vie, ils vont produire de l'information. Et cette information, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais elle est de 2 types. Elle est en mode analogique, c'est-à-dire avec des fluctuations continues. C'est ce que l'on voit quand on enregistre un électroencéphalogramme. Vous savez, si je mets une électrode sur le crâne de Selim, ça va, je peux le faire sur toi? Si je mets une électrode sur son crâne, ce que je vais voir, ce sont des fluctuations comme ça. C'est des fluctuations continues. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces neurones fonctionnent et que ces synapses, les connexions entre les neurones, sont en train de fonctionner. Ça déclenche des courants dans les neurones et les courants, on les voit en surface. D'accord? C'est ce que l'on voit. Ça, c'est un électroencéphalogramme d'un de mes étudiants en thèse. Vous voyez, tout va bien. Et puis, si je regarde les neurones, individuellement, ils vont fabriquer ce type de codage, mais un autre codage qui est un codage de type numérique, comme votre ordinateur ou votre téléphone portable ou tous ces trucs-là. Bon. Avec des séquences de 0 et de 1. D'accord? Là, j'ai mis les 1 en rouge et les 0 en noir. Et en fait, votre cerveau, il fait ça tout le temps. Il fabrique 2 types d'informations qui sont liées l'une à l'autre. L'une, le 0 et le 1, c'est la séquence des influx nerveux dans vos neurones. Et l'autre information qui fluctue tout le temps, ça, c'est l'information de type analogique. C'est comme si votre cerveau fonctionnait à la fois comme un disque vinyle et comme un CD. Vous voyez, il y a les 2 propriétés, une numérique
Analogique. Un cerveau, ça fonctionne comme ça tout le temps. Et c'est pourquoi, et je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça serait une bonne peut-être discussion pour un prochain Big Brain Show, il dit oui, de discuter de la relation qui peut exister entre un cerveau et un ordinateur. Votre cerveau n'est pas un ordinateur. Vous ne faites pas des 0 et des 1 seulement. Vous faites les deux. Vous êtes comme un CD et un disque vinyle. Alors ça, c'est l'équation, je ne vais pas la décrire, mais parce que nous aussi, on a une équation. Il n'y a pas que les physiciens qui ont une grande équation. Comme E égale MC2. Nous les neurophysiologistes, on a une équation qui a l'air plus compliquée, mais en fait, elle est beaucoup moins, qui permet de décrire et de prédire l'activité électrique des neurones. Elle est là. Donc, pour résumer tout ça, notre existence, c'est ça. Tout le temps, on avance dans un espace à 4 dimensions. Alors, j'ai représenté cette petite chose qui est censée nous représenter, qui a une dimension physique, cette sphère. C'est nous, en tant que personnes physiques. Mais il y a aussi une autre dimension de cette petite chose-là, qui est notre corps. C'est aussi quelque chose qui est indescriptible, quelque chose qui est immatériel. C'est le quelque chose de plus qui est en nous, cette conscience phénoménale qui nous habite en permanence, ce cinéma intérieur qu'on est en train de jouer tout le temps. Là, je ne peux pas le représenter puisqu'il n'a pas de matérialité. Et puis, il se déplace dans cet espace à 4 dimensions. Et là, je voudrais dire quelque chose de très important, c'est que on va habiter jamais le même point dans cet espace à 4 dimensions. Jamais. En d'autres termes, le contenu de votre conscience, votre état de conscience et surtout l'activité de vos neurones, globalement, change tout le temps et ne va jamais être reproduit à l'identique. Vivre et être conscient, c'est, d'un point de vue de la neurophysiologie et par rapport à cet espace, c'est changer tout le temps. On change tout le temps. C'est ce qui fait ce que nous sommes. À tel point que quand on arrête de changer, quand notre cerveau ne change plus, qu'est-ce qu'il fait? Ou alors qu'il répète des activités identiques. Soit on est en train de faire une crise d'épilepsie généralisée et on devient inconscient. Soit on est dans le coma et on est inconscient. Soit on est en train de mourir. Donc finalement, ce qui fait ce que nous sommes, c'est les modifications, l'activité permanente, ce flux d'activité incessant qui existe en permanence dans le cerveau et qui produit à la fois notre état de conscience et notre contenu de la conscience. À quoi sert ce contenu de la conscience? Alors là, j'ai oublié d'acheter une pomme, et Célim aussi d'ailleurs. Mais je voulais vous montrer les choses de manière relativement simple. Imaginons que j'ai une pomme dans la main, que je mets la pomme ici et que j'ai faim. Bon. Je vous parle, je regarde la pomme, je me dis, elle est bonne cette pomme, j'ai envie de la bouffer, de la manger, Et alors, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, que je vais décider librement intérieurement, je vais me diriger vers la pomme, la prendre et la manger. D'accord? Ça, c'est ce que l'on pense. On pense que, tiens, là, j'ai envie de la manger, donc je vais déclencher le comportement qui est celui de te diriger vers la pomme et de la prendre et la mettre dans ma bouche. Bon. Alors imaginons ce que ça fait en termes du point de vue scientifique pour un neurophysiologiste, ce que je viens de dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on voit la pomme est là, on la voit. Et déjà, on sait qu'elle va prendre une valeur importante, cette pomme. Et pourquoi elle prend une valeur importante? Parce que l'information pomme, contenue dans sa forme et sa couleur, va être perçue par l'œil. Un codage particulier va se réaliser, ce n'est pas dessiné ici, dans le nerf optique. Et puis après le nerf optique, cette information va être transmise au thalamus. Voilà, thalamus. Et après le thalamus, ça va être transmis au cortex cérébral. Et la vision de la pomme va être transmise dans une région postérieure du cortex cérébral ici, qu'on appelle le cortex visuel primaire. Et après, cette information, je continue mon raisonnement, va être transmise à d'autres régions du cerveau qui permettent d'interpréter bien que c'est une pomme. Et puis, cette information va se propager dans d'autres réseaux de neurones, qui sont des réseaux de neurones qui déterminent le fait que je peux éventuellement me déplacer vers cette pomme pour la prendre. Et ainsi de suite. Bon. Mais entre-temps, vous avez compris, cette activité ici, dans cette région postérieure du cerveau, a produit l'image de la pomme, l'image mentale de la pomme. Et on a le sentiment, mais on peut en discuter, on va en discuter après, que cette image de la pomme est à l'origine de mon désir de prendre cette pomme et de la manger. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça voudrait dire un truc super bizarre, ça voudrait dire que la représentation mentale de la pomme, par elle-même, serait capable de déclencher les circuits de neurones qui vont faire que je me dirige vers la pomme, je la prends et que je la mets là.
Alors vous pourriez me dire, oui, mais tout ça c'est bien gentil, mais vous pouvez le prouver? Oui, je peux le prouver. Enfin, c'est pas moi qui vais le prouver, c'est quelqu'un d'autre, je vais vous le présenter. Et ce quelqu'un d'autre, ce monsieur, c'est lui, c'est un très grand savant américain, c'est un immigré ukrainien du tout début du XXe siècle aux États-Unis, il s'appelait Benjamin Libet. Bon, je ne vais pas vous raconter sa vie, mais j'en parle dans mon livre, parce que c'est l'un des grands chercheurs qui me fascine. J'ai eu la chance de le rencontrer une seule fois. Donc Benjamin Libet, en fait, il se pose nos questions qu'on se pose là. Et lui, il veut savoir, est-ce que notre conscience, notre intention consciente d'agir est vraiment la raison pour laquelle on agit? C'est une question qui a l'air simple. Il n'y a rien de plus compliqué, en fait. Alors, il va mettre au point un paradigme expérimental qui est purement génial. Alors, il a été... Vous allez sur Internet, moi j'ai vu des trucs sur Internet, on dit « Mais non, c'est plus compliqué que ça ». J'ai dire une grossièreté. Non, c'est bien sûr plus compliqué que ça, mais ces travaux n'ont jamais été démentis. Et tout ce qui s'est passé après, que beaucoup de gens ignorent, démontre que non seulement il a raison, mais qu'on peut aller encore plus loin, vous allez voir. Donc Benjamin Libet, il s'est dit, bon déjà, il faut trouver un moyen de mesurer l'instant où une personne décide d'avoir l'intention d'agir. Ça, c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut arriver à localiser dans le temps une idée. On peut localiser dans l'espace cette enceinte, Céline, il est là, on peut le localiser. On peut aussi le localiser dans le temps, tout à l'heure il n'y sera plus, etc. Mais comment localiser une idée qui n'a pas de dimension physique ? Le coup de génie de Benjamin Libet, c'est d'inventer cette horloge que j'appelle l'horloge magique, la voilà, qui est une horloge, vous voyez, qui a à peu près cette taille. Pour le premier rang, elle a à peu près la taille qu'elle a dans ses expériences. Et vous voyez qu'il y a un point lumineux qui tourne comme ça dans l'horloge. La consigne de Benjamin Libet est extrêmement simple. Il dit au sujet, vous regardez le point lumineux qui tourne, et vous essayez de déterminer la position de ce point lumineux par rapport aux marques qui sont au bord du cercle, au moment où vous avez l'intention de bouger. Ça va, ça? Bon, très bien. Il y a des entraînements, ça se fait. Il y a aussi une marge d'erreur qu'il calcule lui-même et qui est correcte. Bon. Et en même temps, et c'est là où l'expérience se complique, mais est tout à fait extraordinaire, en même temps, il va enregistrer l'activité du cerveau. D'accord ? Il va l'enregistrer, ça veut dire qu'il va mettre des électrodes dans les différentes régions du cerveau et il va enregistrer l'activité du cerveau. D'accord ? Il va mesurer l'instant précis du début du mouvement. Ça, c'est très simple à faire. Il suffit de faire ce qu'on appelle un électromyogramme. Un électromyogramme, c'est on met une électrode sur un muscle. Et quand on fait ça, en fait, on peut enregistrer, c'est très simple ça, l'activité électrique du muscle qui se contracte. Et ça donne, pour nous, c'est très important d'avoir des repères temporels fixes et qui soient bien correctement localisés. Et donc, ce qui fait, dernier point du côté génial de Benjamin, il va non pas regarder dans le sens de la flèche du temps, mais il va retourner ses enregistrements, ça c'est le coup de génie, hein, et il va regarder ce qui se passe avant. Il va faire ce qu'on appelle, techniquement, des moyen-âges rétrogrades. Donc il va regarder non pas le futur, mais le passé. Et il remarque que le début de l'activité du cerveau démarre 1 seconde, 1 seconde 5, 2 secondes avant le mouvement. Donc bien avant l'intention consciente d'avoir envie de déclencher le mouvement. Ça a été, dans les neurosciences, moi j'étais pas chercheur en 83, je faisais encore des études, mais ça a été un séisme. Un séisme parce que je ne sais pas si vous avez compris l'implication de ce truc. Ça veut simplement dire que le libre arbitre n'existe pas. Ça veut dire que votre intention d'agir à un moment donné est précédée par une activité du cerveau qui est inconsciente, et donc vous n'êtes pas informé en tant que personne consciente que vous voulez faire quelque chose. Vous n'êtes pas maître chez vous. C'est votre cerveau qui vous domine, qui vous contrôle, et qui va déterminer le comportement que vous allez adopter dans le futur sans le savoir. Cette question a été débattue par les philosophes. Mais ça a été presque des bagarres physiques, pour savoir est-ce que le libre arbitre existe ou pas, c'est incroyable. D'autres expériences encore, les dernières dont je vais parler, qui sont encore un peu plus récentes, montrent qu'avec une autre technique qui mesure les changements de métabolisme cérébral, ce qu'on appelle de l'IRM fonctionnel, on voit le cerveau fonctionner. Alors, la précision temporelle est moins grande. Mais c'est ça qui est intéressant aussi avec l'IRM fonctionnel, c'est qu'on peut voir des choses dans d'autres structures du cerveau plus profondes, avec des intervalles de temps plus grands. Donc on peut voir ce qui se passe encore avant. Et là, patatras, je n'ai pas mis les figures ici, on peut voir que des choses se mettent à s'activer dans le cerveau, dans certains cas, 8 secondes avant le début d'un mouvement conscient.
Donc finalement, si je reviens à ce tableau de Magritte que je ne vous ai pas décrit, ce tableau de Magritte, pour moi, il représentait un peu la dualité, pas le dualisme, hein, mais la dualité de l'individu. C'est-à-dire, il y a une part physique, hein, là c'est l'homme de dos ici, mais un homme matériel avec un cerveau, avec un chapeau même. Puis à droite, cet homme transparent. Donc lui, il représente, c'était l'allégorie que je voulais utiliser au début en fait, il représente en fait l'immatérialité de la conscience, hein, le quelque chose de plus. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire après tout ça? On peut dire, je pense, deux choses. Je vais dire des choses un peu brutales, mais je pense être réel. Je pense que c'est comme ça. L'aspect physique ici est à l'origine de l'aspect subjectif, c'est clair. Je vous l'ai dit au début, hein. C'est pour ça que je vais parler de cette expérience faite en 1909. On monte très facilement, on stimule un tout petit peu, paf, ça déclenche. D'ailleurs, certains patients à qui on a pu stimuler aussi, mais plus tard, dans d'autres régions du lobe temporal par exemple, eh ben, ils vont se remémorer de manière très intense de la musique qu'ils ont entendue au cours d'un concert. Ils vont aussi se remémorer, par exemple, des événements qui se sont produits il y a très longtemps et qui sont en train de revivre. Ils vont aussi avoir un sentiment éventuellement d'étrangeté de la situation. Donc, ça modifie leur pensée, en fait. On peut modifier la pensée en stimulant le cortex cérébral. Donc, la flèche, elle va dans ce sens-là. Mais, pour finir sur une note un peu plus optimiste par rapport à ça, on peut quand même, nous, tous ici, tout le monde ici, mais que serions-nous si on n'avait pas cette intériorité? On serait des coquilles vides, on serait des néants existentiels, on ne serait plus en relation avec le monde, nous en tant que personne. Donc ma théorie est la suivante, la conscience phénoménale, c'est quelque chose de plus, ça existe bien, c'est une production du cerveau, et on ne sait pas comment. C'est apparu au cours de l'évolution, clairement. Ça a été sélectionné, je ne sais pas pourquoi, alors que ce n'était pas forcément obligatoire. Et ça constitue ce qu'on appelle en philosophie un épiphénomène. Un épiphénomène, c'est un phénomène qui existe, mais qui n'a pas de conséquences directes. La conscience est un épiphénomène merveilleux. C'est-à-dire, ça ne sert à rien pour pouvoir contrôler notre existence, d'accord? Mais ça existe bien et ça nous fonde notre présence au monde. Merci. Merci beaucoup. Merci.